Fonsa, bel bonsoir. Bel bonsoir Polo, bel bonsoir les invités, Madame Delbar, Monsieur Montluc et Monsieur Jean-Albert Privat. Madame Labar ou Madame Delbar? Le Bars. Ah, le Bars. Ah, franchement, Monsieur Fonsa, mais moi, la barre. Est-ce que c'est la barre de fer ou c'est la... Non, mais j'ai transcrit ce qu'on m'a... Et comme la mémoire est toujours sélective, donc entre la barre et le bar, vous savez. C'est le Bars. Voilà, c'est le Bars. C'est pas... En tout cas, merci d'être là avec nous cet après-midi. Monsieur Jean-Albert Privat, bel bonsoir. 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 Kouta, il pas garé non. Hein, non. Ouais. C'est bien ça. Il y a un chanteur Privat encore été en Guadeloupe. Un chanteur, ouais, Privat. Ouais. On est en famille qui a chanté, mais c'est en Guadeloupe. Ni prénom Privat aussi Guadeloupe. Hein. Non, mais sinon, là, sinon. Oui, sinon. Et puis, monsieur Jean-Pierre Montluc, bel bonsoir. Bonsoir tout le monde. Merci d'être là. Et puis, nous, après-midi, à monsieur Fonsa, mémoire amère, mémoire d'outre-tombe, archéologie, mémoire et histoire. Que font ces personnes-là, cet après-midi, dans cette émission avec nous? Alors, cet après-midi, je parle en français et en créole, puisque madame Le Bars est une française. Et donc, effectivement, c'est pas encore bien notre langue, mais ça viendra bientôt, puisqu'en fréquentant M. Privat et M. Montluc, j'espère bien que l'apprentissage de notre langue se fera très rapidement. Alors, je vous ai invité cet après-midi Mme Debar, qui était à Colloque, c'est une professionnelle, et deux amis, je dis, des Trois-Îlets et des Anse-d'Arlé, qui ont osé, qui ont le courage, effectivement, à travers ce qu'ils savaient, ce que les autres, les anciens avaient découvert sur cette plage, ont osé mettre en place un comité, et que ce comité, avec l'appui d'archéologues, de spécialistes, et puis, évidemment, découvrir d'abord cet espace, et je dis ce cimetière clandestin, en bataille, comme on dit en créole, esclaves, et s'est battu pour que nos ancêtres, ces ancêtres, ce sont nos ancêtres afro-descendants, une partie de la population, 80% de la population, ont pu avoir, je dirais, pas une cérémonie, mais un lieu, un site honorable, digne de l'humanité, que les maîtres, évidemment, avaient exclu de leur champ, pas de compétences, mais de leur imaginaire, en faisant disparaître toute une partie de la population mort, décédée, ils pensaient faire disparaître l'histoire. Mais l'histoire est têtue. Et comme l'histoire est têtue, évidemment, elle apparaît, comme dirait Marx, elle apparaît au moment le moins qu'on y passe. Et évidemment, voilà, en Martinique, nous avons deux découvertes, celle de Sainte-Marie, où il trouve des cimetières d'esclaves, sur l'habitation de Pierre Labat. Pierre Labat, c'est lui qui est le précurseur des habitations. C'est lui qui a donné un modèle. Donc, il a enterré ses esclaves sur son habitation. Et évidemment, à Las-Bélé, d'accord, aux Anse-d'Arlé, évidemment, où on a découvert la population savait, évidemment, ses restes, ses vestiges d'Africains qui étaient enterrés. Donc, voilà, en gros, l'objet de notre rencontre, si vous voulez, chronique d'histoire cet après-midi. Et c'est très intéressant parce que nous avons avec une spécialiste et nous avons avec lui, évidemment, des patriciens, ceux qui ont aidé à mettre en place ce projet et qui l'ont concrétisé. Alors, il y a un titre qui m'a frappé quand même, ce préfet. Dans son discours, il dit qu'il ne fallait pas que ça fasse jurisprudence. C'est-à-dire, si on découvre d'autres sites de ce type, il ne faut pas croire qu'on va pouvoir aussi mettre une sépulture, etc. Et ça m'avait choqué profondément. Alors, mais juste avant, nous allons saluer et mettre dans le contexte historique Lance Bellet avec Jean-Pierre Montluc, c'est là au levé. Oui, c'est là au levé, et puis les anciens toujours oiseaux par côté de là. Oui. C'est là, depuis mon petit maman, il m'a levé, m'a grandi pas loin du site là, parce que ça veut dire, avant Lance Bellet, on est nous quoi des sites, mais en fait, avant nous, on dit Lance. Lance. Donc, ni en Lance, avant Lance Bellet, je crois que Lance Mathurin, c'est là, m'a levé. C'est là, m'a grandi, mais depuis nous, petit maman, nous toujours oiseaux, la mer, nous toujours oiseaux à la mer.
Et ultimement, il passe à ça, et pour c'est Zobet, bon, enfin, on passe ça, on t'as joué, puis ça. Zo dinosaures, parce que pendant un moment là, on dit, ah, mais sans zo dinosaures. Mais ce sont des bêtes quand même. Oui, absolument. Mais dinosaures, ça loin. Loin. Et que là, c'est pas tes zo ni bêtes, ni dinosaures, mais c'était zo moun. Ah. C'est là, nous, finalement, regardez, aujourd'hui, nous, nous apprendre que c'était zo moun. Mais par contre, il y a une particularité. Lance Bellet, nous t'ai dit ça, mais avant, Lance Bellet était ni péché. Et ces pécheurs qui étaient là, ils te savent. Parce que des fois, nous t'ai allé là, la nuit, t'as joué, c'est nous celles qui étaient là, en fait. Hein, jusqu'à présent, ni moun gavini point crab. Ni moun gavini point crab là. Mais là, nous t'es petit, c'est plutôt nous qui étaient là, c'est nous celles qui étaient dans le coin là. Et puis, ces pécheurs étaient ça. Des fois, nous t'ai arrivé une bougie, les mains. Donc ça voudrait dire que tu as raison si tu as mis mes bougies. Et il y a une particularité qui était si exceptionnelle, c'est que le roi était sorti l'après-midi, il n'a pas quitté la nuit pour là. Alors en disant méthode nous et en disant travail nous assemblée qu'on nous mettons en place, nous avons fait des petits groupes de travail. C'est-à-dire que chaque monde a occupé en partie pour un projet et que nous-mêmes arrivés à l'écaille ces familles péchées avant qui étaient là, et nous fait anti. Nous avons juste un petit moment pour non, nous là jusqu'à 6h. Pas de problème. Nous sommes là jusqu'à 18h, on a tout le temps. Parce que moi, envie, messieurs, qu'ils répondent au moment où nous interpellons, ils étaient enthousiastes pour vraiment nous les vraies informations. Mais c'est vrai qu'en tout ça là, on ne peut pas mettre toute information. Nous t'ai fait un petit flyer. Et puis qui t'est dit alors nous c'est non c'est mon et puis dationné nous ni ami c'est Adémar papa monsieur René il a goûté là mon cher il était crié monsieur Adémar Antoine dit Clébert donc ça Clébert ça avait pas dit c'était peut-être prénom c'est dit Clébert donc ça c'était en général tout est né sur non et monsieur était né en 1910 il est mort en 1980 et puis non quand il a crié ça mademoiselle Vincennes. Ça, c'est bon. Donc, nous passons à côté. Nous avons monsieur qui a créé, monsieur Paulin Raphaël. Monsieur Paulin Raphaël, il était né qui a créé l'Amérique. Donc, c'est vous qui connaissez là. C'est moi-même, étant où c'est grand monde là. L'Amérique, c'est un lieu de pêche, hein? C'est péché. En tout cas, c'est un nom était né. Monsieur était né en 1919, il est mort en 1982. Et puis, non, quand nous, c'était Ivanis. Ou tenez M. Barthélémy Séméran, monsieur né en 1902 et il est mort en 1995. Non, quand c'était A.T. Joseph. Ou tenez un autre monsieur de créé monsieur Marty, pas monsieur Marty, de créé monsieur Lefebvre, Sidonie, mais tissu non monsieur Marty. Donc finalement pour nous payer chercher tout ça, nous sommes obligés à aller en mairie. Et ça m'a demandé travail. Nous travaillons en loi sur ça. Donc, ni monde qui pas même connaître prénom, c'est mon nom, ils te connaître nom, yo famille yo. Mais en fait, nous pièces pas te connaître vrai prénom yo. Et c'est là nous avons découvert, nous t'es surpris là, nous, monsieur Marty. Et ben, monsieur Marty était né en 1917, et moi en 1995. Et non, quand nous, c'était Dieu mon doigt. Dieu mon doigt. Dieu mon doigt. Allez chercher à comprendre. Dieu mon doigt. Dieu mon doigt. Il casse doit être là, donc Dieu mon doigt. Dieu mon doigt. Et puis, il y a M. Vadele Casimir. C'est bon, Jazar, ça. Oui, Jean, Vadele Casimir Édouard. Édouard, c'était encore peut-être un autre tissu, non? Parce que vous prénom, c'était Casimir. Alors, nous passons. M. est né en 1905 et il est mort en 1996. Non, quand nous, c'était Zigoma. Zigoma. Oui. Nous ni Yishmissier Edouard. Yishmissier, c'est tout le monde qui a crié Edouard. Nous te connaissons comme monsieur Edouard Vadele, c'était grand monde. Et Yishli, c'était monsieur Vadele Birné. Attention, non, il était bail Sandopi. Sandopi, oui, il y a un monde. Sandopi. Monsieur était né en 1931. D'ailleurs, c'est dernier qui a quitté Lance Bellet, en fait. C'est dernier qui était été et c'est dernier vivant à nous tenir. Et il mort en 2021. Alors non quand nous, c'était la lumière éternelle. La lumière éternelle. Oui. Il y a des cas sur droite Dieu et puis l'autre là c'est la lumière éternelle. Alors pour anti-précision, à l'époque nous avons parlé là, c'était Gommier qui était né. C'est pas là tenait à peu près 5 à 6 embarcations.
Alors justement, pour ces gens qui capotent nous, ces gens qui l'autre bord, qui tac tout partout, situé, bah c'est Maman Itala, Lance Bellet, côté ça y est. Ben, m'a dit un préambule, c'est-à-dire que Lance Bellet qui a trouvé quoi, et ça c'est exceptionnel, Lance Bellet qui a trouvé quoi, à sous territoire Ansdalé. Mais là où il veut Lance Martin, là, moi des autres m'ont grandi, là où il veut Lance Martin, c'est un marigot qui a séparé Toisilé et puis Ansdalé. Alors c'est pour ça, dans le groupe de monde, nous, quoi, jaune là, nous, il y a un groupe Mamaïla qui nous mettait au combat pour ça. On y Jean Toisy là-dedans, et pour nous Jean Toisy, Jean Darlé. Mais exceptionnellement, site là, nous avons créé Lance Bellet à trouver quoi en les territoires Ansdalé. Ansdalé, pour situer Ansdalé, c'est la, enfin français, hein. Enfin, on est, attends, on est là où il veut ça très simple. Non, je ne vais pas le pousser, mais qui est à l'extérieur là. Géographiquement, Ansdalé, c'est la partie sud Caraïbes. Sud Caraïbes de la Martinique. De la Martinique. C'est-à-dire compris entre les Trois-Îlets et le Diamant. Tout à fait. Mais c'est un commune quand même qui est assez connu. Oui, non, mais c'est un nom Alexis, pas ça, hein. Et donc, en gros, c'est le sud-ouest de la Martinique. Un peu, oui. Sud-ouest. En là, évidemment, les premiers volcans de type péléen. Ben justement, nous qui parlons de l'île Taramier, l'île Taramier qui a trouvé quoi, il y a en face Lance Bellet. D'ailleurs, qui est une histoire liée à Lance Bellet, liée à cimetière, nous même envie de dire, Lance Bellet. Et ça pas compliqué à trouver. C'est de pour y vendre les Trois-Îles, pour aller Lance Darlé, obligé de passer par là, Donc, ça pas très compliqué. Et puis bon, si je dis à nous des autres que le monde qui a fréquenté là, c'est un peu extraordinaire. Ah, supposer. Des mots qu'elle parole et puis monsieur Jean-Albert Privat qui a signalé nous qui en 2017, monsieur Privat, plusieurs monde Tizakaoué Zoparet. C'est-à-dire 2017. 2007, il y a en 2007. 17, ah ouais. En 2007. En fait, pour comprendre ça qui passait et Lance Bellet, faut aller plus haut, plus loin. Et Lance Bellet, il a trouvé deuxième cimetière organisé Martinique. Premier A, c'était Sainte-Marie, et il a découvert en 92. Donc Sainte-Marie Font-Saint-Jacques. 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 Et là, il boit habitation. Il boit habitation pas trop loin chapelle là. Et quand ils savent que Font-Saint-Jacques, c'était religieux qui était là. L'appelle la batte. Donc, c'était un cimetière organisé, même manière, c'est mon enterré est-ouest. Et ils ont trouvé un certain nombre de signes, qui ont des chapelets, qui ont des croix en laissé et sépulture là, ils joignent là. Et là, tenant en soixantaine de monde. Pour qui ça m'a parlé de Sainte-Marie, parce que c'est, en fait, pour nous, c'est ça, hein. Sainte-Marie, c'est en découvert en 92. 92, ça a commencé à faire loin. Et, pas n'y a plus de monde qui savent ça. Quand on les Font-Saint-Jacques, personne ne peut pas dire qu'il y a un cimetière d'esclaves. Il y a une chapelle là. Il y a tout bail, mais il n'y a pas un cimetière. Et c'est un petit panneau, le Conseil général à l'époque, fait pour indiquer qu'il y a un cimetière esclave. Et des fois qui masquaient et puis zeb, etc. Ah ben oui. Donc voilà, c'est le premier bail là. Mais en fait, ni un bail qui passait, c'est que la Salane, en 76, il y a un cyclone qui est Gloria, qui l'a dit un gros roule cyclonique et qui fait zo sorti. Je dame venu ramasser ce soir, il parti et puis. Ah bon? Ah, je dame seulement, il doit prendre ramasser aussi. Oui, ni d'autres monde, mais. Vous faites chez moi? Avant, je dame là. Avant, je dame sans doute des monde, mais je dame ramasser parti et puis. Et puis, point. En 95, un lot cyclone, il a crié et Louis, passé. Mais là, nous, par contre, on écrit, dit un bouc, il a crié Jean-Pierre Giraud, c'est un monsieur, la DAC, qui écrit, et en l'air, parce que là encore, je dame venir ramasser. Osman mettait en l'ossement. Donc, il a ramassé, il a mené pour analyse, et il a constaté, en un certain nombre de critères, que c'était plutôt somme des mondes qui se sortaient dans un cimetière, qui était, toute la Salane, c'était qu'un cimetière, en fait. Et était ni des critères, enfin, des détails assez singuliers, assez particuliers, style incisivio détaillé. Alors ça, quoi qu'on a débat comme ça veut dire que c'est des mondes qui sortent d'Afrique de l'Ouest, donc c'est des mondes qui font la traversée. Donc c'est les premiers signes qui montraient que c'était un cimetière d'esclaves. Là encore, ils ramassent ces ossements. Monsieur Giraud fait article, et puis voilà. Et puis au météo là.
En 95 encore, même l'année, à l'autre cyclone, Iris. Il y a créé Iris, et qui a battu en l'air et la titance en Sdarley. Et là encore, il y a trouvé, indépendamment de objets amérindiens, il y a trouvé, là encore, des restes de cimetières amérindiens. Mais tout ça, ça disparaît. C'est-à-dire que... Mais est-ce que la pas un signe pour nous? Parce que chaque fois qu'on découvre ça, ça prend un cyclone. Oui, l'homme a fouillé. C'est normal. Parce que c'est bon l'homme, c'est mon ami qui a tiré. Et que c'est l'homme qui a fouillé. Donc, effectivement... C'est la houle. C'est la houle qui a fait ça. Donc, il a trouvé, même c'est l'homme qui ramène l'histoire à nous, ouais, on peut dire ça comme ça. Mais, ça qui était assez surprenant nous, c'est que pas ni pièce suite à la gaïta là. Pas ni pièce suite à la gaïta là. Donc, quand en 2007, cyclone Dinvini, et puis, commencer à travailler terre, et puis en gros, et puis mettez Zodéro, au point de mettre des cadavres allongés d'Héro, là, c'est pas même bagaille là, ils ont signalé encore et les services de l'État que n'y en bas est assez particulier là. D'ailleurs, c'est un monsieur, je connais, c'est monsieur Serge Pain qui historien, qui déclarait, à la DAC, mon courrier à l'époque était administrateur suppléant, la DAC, il déclarait que n'y en bas là, que faut il était professeur d'histoire. Il était professeur d'histoire. La DAC, c'est qui ça? Ça veut dire quoi, la DAC? La DAC, c'est la direction des affaires culturelles. Donc, et quand ils voyaient moun pour garder ça, ils voyaient apparemment que c'était un bail sérieux. Donc, ils mettaient en place 5 fouilles. 5 fouilles de 2013 à 2019. Et des 5 fouilles de 2013 à 2019 révélées en lot bagaille. 5 ou 4? 4. Alors, Première, c'était un sondage. On m'a dit c'était un sondage pour tester, pour voir qui ça finit. Et là, en fait, il voit que c'était un bail sérieux. Donc, il a fait des fouilles. Effectivement, nous avons eu l'occasion de suivre ces fouilles-là et de comprendre, et puis c'est archéologue-là, qu'est-ce qu'on s'explique, nous, en série de bagailles. Ça y a trouvé, qui ça y a fait. Mais ça, mon télé dit, surtout, c'est que jusque-là, il n'y a pas encore fait pièce publicité en lait, enfin jusqu'à 2007, même si il prend sérieusement, rien pas été fait. C'est-à-dire que pas ni publicité. Pour nous, le fait de récupérer, là, ça très bien, de faire étude dans lait, ça très bien, mais c'est quand même en part du patrimoine. En fait, c'était l'impression, c'était l'idée, nous. C'est pour ça, nous aller plus loin que trouver et puis stocker. Ok. Voilà. Nous avons un promo et après, avec Madame Dominique Lebars, elle va nous expliquer ce qu'elle a entendu et qu'elle a tout compris. À peu près. À peu près. Juste après ça. Finale de la Coupe de Martinique de football en radio sur Martinique la Première. Ce samedi 27 mai dès 20h en direct, Golden Lion, Club Colonial. Et pour la finale féminine, dès 17h30, Assaut, Avenir FC. Au stade Pierre Aliquer. Qui sera le vainqueur? Rendez-vous ce samedi 27 mai sur la Première. Martinique la Première, c'est vous. La Première. À l'abordage. Eh bien, nous repartis à l'abordage. La Martinique a une histoire et à l'abordage, je vous la raconte avec Madame Dominique Lebars. Maintenant, est-ce que vous avez quelques explications scientifiques à nous fournir par rapport à tous ces ossements trouvés du côté des Anses d'Arlé? Avant de donner la parole, Madame Lebars est une archéologue. L'archéologie, qu'est-ce que c'est? Premièrement, il faut définir pour nous. Est-ce que c'est une science annexe à l'histoire? Parce que nous, on n'a pas appris l'archéologie en classe, on a appris l'archéologie en classe uniquement pour la période, ce qu'on appelle l'Antiquité. Donc, les Égyptiens, les Grecs et les Romains. C'est cette forme d'archéologie qu'on connaissait. Or, en Martinique, nous avons aussi, si vous voulez, l'archéologie digne aussi de notre histoire. Donc, l'archéologie, c'est un mot grec, archéos qui veut dire ancien. D'accord? Logie, c'est l'étude. C'est l'étude de l'ancien, évidemment à partir de fouilles. Or, j'ai retrouvé, permettez une petite histoire d'archéologie martinique, j'ai retrouvé 3 éléments d'archéologie martinique. Premièrement, le père de Laward. Le père de Laward, je vous montre sa brochure, qui, en 1936, dans le journal La Paix, qui est le journal catholique, a présenté des éléments d'archéologie d'histoire de la Martinique. C'est le premier. Ensuite, nous avons eu monsieur Eugène Revers, qui était géographe, docteur en géographie, qui était professeur de chercheur dans les années 30, et chercheur aussi, et qui a fait une étude géologique
de la Martinique et de la Caraïbe, et c'est le deuxième qui a présenté effectivement des éléments d'archéologie, d'histoire archéologique. Et puis nous avons eu le père Pinchon, qui était prof au séminaire au collège, qui était l'ami de M. Armand Nicolas, et qui, lors de ses pérégrinations sur l'étude des oiseaux, des mammifères, si vous voulez, et anatomie de la Martinique, a découvert des sites archéologiques de Pacman, etc. Et avec M. Armand Nicolas, c'est un père du Saint-Esprit, professeur au séminaire au collège, et M. Armand Nicolas, qui était secrétaire du Parti ministre, se sont alliés, évidemment, pour faire site archéologique. Et puis on a eu ensuite M. Mathioni, qui était responsable du musée départemental d'archéologie, évidemment, qui a produit des ouvrages, évidemment, sur la période précolombienne. Donc, c'est pour dire qu'en Martinique, on a une histoire de l'archéologie, mais ce qui est paradoxal, c'est que l'histoire de l'archéologie sert à retrouver l'histoire de l'époque moderne et contemporaine chez nous, c'est-à-dire les cimetières d'esclaves. Merci, madame. Bon, alors, premièrement, c'est que aussi, c'est une situation un petit peu générale. C'est que l'archéologie des périodes modernes et contemporaines s'est développée très récemment, partout. Et que du coup, le fait c'est que... bon. C'est bon ? Oui, c'est bon comme ça. Le fait qu'on retrouve maintenant des cimetières d'esclaves en Martinique, en Guadeloupe, est en fait une évolution plus de la discipline que un développement particulier ici. Voilà. Ensuite, comme l'a dit Monsieur Privat, dans le cas par exemple de l'Anse-Bélé, et ça a été la même chose en Guadeloupe, à l'Anse-Sainte-Marguerite, en fait ces découvertes sont liées à l'érosion marine, et donc principalement après des événements cycloniques, et c'est aussi lié à la montée des eaux. Et ça risque d'être de plus en plus fréquent. Voilà. Donc après, fréquemment, des ossements sont trouvés sur les plages. On ne sait pas toujours si ce sont des cimetières d'esclaves ou des cimetières de naufragés ou aussi des sites précolombiens. Parce qu'il y en a beaucoup qui peuvent être découverts comme ça par hasard. Voilà. Et on fait quoi de ces ossements, de ces os? Ils vont où? Ils deviennent quoi? Après, ils sont brûlés? On fait quoi? Non, on fait ce qu'on peut parce que tout simplement, on n'est pas assez nombreux en tant qu'archéologues. Les services, les équipes se renforcent, mais l'archéologie préventive s'est renforcée assez récemment, surtout en Guadeloupe et en Martinique. Et on reste des petites équipes et on essaye de courir partout pour sauver les vestiges. Donc pour nous, ce sont des vestiges d'abord ou des sites à identifier. Et donc en cas de découverte fortuite là sur les plages, on a besoin d'aller intervenir, en fait de contextualiser. Et c'est ce qui s'est passé à l'Anse-Bélé, c'est-à-dire que on savait qu'il y avait des ossements, vraisemblablement provenant d'un cimetière d'esclaves, mais finalement, on n'avait aucune certitude. Et donc, le fait d'aller faire des interventions a permis d'amener beaucoup plus d'éléments pour identifier ce site. Et en même temps, découvrir qu'il y avait effectivement aussi un site, même 2 occupations précolombiennes, avec effectivement aussi des sépultures précolombiennes. Et c'est vrai que ça demande un long travail de fouille sur le terrain pour réussir à vraiment voir ce qu'il en est, à comprendre, il faut tout avoir en place et réussir à analyser, d'abord sur le terrain, et ensuite un long travail aussi en laboratoire. Donc la plupart des vestiges, en général, surtout quand c'est fait dans le cadre d'une intervention, sont récupérés et sont traités. Sont traités d'abord en étant nettoyés, tout simplement, reconditionnés, et étudié par les différents spécialistes. Ça se fait où? Ça reste en Martinique? Oui, ou... oui. D'accord. La plupart du mobilier, parfois pour des spécialités ou des petites choses, par exemple les datations, on n'a pas de laboratoire de datation. Carbone 14, c'est envoyé il y a des laboratoires aux États-Unis ou en Europe. Voilà, donc on envoie, mais là ce sont des tout petits échantillons, ou un petit dent, voilà. Mais les chroniqueurs de l'époque, que je lis beaucoup de chroniqueurs, ils racontent 2 choses. Que lors de la mort d'Africains schianisés, ceux qui habitaient près des côtes prenaient un canot et partaient et allaient enterrer, évidemment, ailleurs. C'est une première chose qu'ils disaient. C'est les habitants qui habitaient près des côtes. Ils disaient ça. Ça, c'est les chroniqueurs qui racontent. Surtout en Guadeloupe, ils le racontent très bien. Donc, des côtes. Deuxièmement important, l'esclavage s'est terminé chez nous en 1848.
C'est-à-dire, il y a environ 170 ans, c'est pas beaucoup, si vous voulez. On ne retrouve pas, c'est récent, et on ne retrouve pas, j'ai fait beaucoup de cimetières en Martinique, j'ai retrouvé des tombes, évidemment, de tous ceux qui sont après 48, j'ai retrouvé même des tombes de colons, très peu, dans les cimetières, mais on ne retrouve pas, évidemment, de cimetières d'Africains esclavagisés. Et ce qui paraît paradoxal pour notre époque aujourd'hui, si vous voulez, c'est que c'est récent, l'archéologie de ce type. C'est en travaillant l'archéologie précolombienne qu'on découvre, et en grande partie. Oui, alors maintenant, non, ça s'est développé depuis un certain temps, depuis plusieurs décennies maintenant, où on recherche, on développe des projets pour justement mieux connaître, parce que cette information n'est pas connue. On découvre vraiment des sites, on peut faire tout un travail qui va être une analyse, qui va permettre aussi de voir toutes les situations, puisqu'il y a forcément aussi une variabilité dans toutes ces cimetières. Il y a des histoires différentes, des situations qui vont être différentes, comme on peut trouver des cimetières sur des habitations, comme à Font-Saint-Jacques, ou sur ces plages, ou certainement dans d'autres endroits. Voilà. Alors, une question importante, quel est le rôle des archéologues? C'est ça qui est important pour nous, quel est le rôle, pour que les gens comprennent bien, quel est le rôle des archéologues dans la science historique aujourd'hui? La place. Alors, en fait, c'est totalement complémentaire. Voilà. Et souvent, on fait un aller-retour, on a besoin de compléter nos données par des sources historiques, s'il y en a. Après, les archéologues sont habitués aussi à travailler sur des périodes où on n'a pas de sources, pas d'autres données que celles qu'on peut recueillir. Et là, pour le cas des cimetières d'esclaves, là, effectivement, les sources sont quand même assez maigres en tout cas peu discertes sur ces cimetières et sur tous les types d'inhumation, que ça soit sur la vie des gens et leur enterrement. Voilà. Donc, effectivement, le cimetière permet non seulement d'observer des pratiques, mais en plus d'étudier les squelettes des personnes, des défunts, et ce qui peut amener un certain nombre d'informations sur leur vie, que ce soit sur leur état sanitaire, leur pathologie. Tout n'est pas inscrit sur les ossements et sur les dents, mais une partie. On peut voir des traces de malnutrition, on peut voir des traces de violence, on peut voir un certain nombre de choses. Etc. On peut voir des choses, ou ne pas les voir, mais en tout cas, c'est aussi d'essayer de redonner une identité à ces personnes, à ces défunts que l'on découvre, et qui souvent sont totalement oubliés, effectivement. C'est la Martinique invisible. C'est la Martinique invisible. Est-ce que le site est protégé? Est-ce qu'il est vraiment protégé? Parce que là, vous travaillez dessus, on va supposer. Donc, c'est pas n'importe qui ne peut pas venir là et puis... Oui, je dis à n'importe qui ne peut venir là. Et c'est pour ça que à présent, c'est là très fréquenté. N'importe qui ne peut venir, sauf que c'est que l'on arrivé là quand même, on doit bien comprendre, on doit bien ressentir qu'on est sur un site quand même qui est chargé. Quand on arrive là, on savent qu'un côté, il faut respecter. Alors, donc, est-ce qu'il y a quand même, parce que bon, c'est pas tout le monde. Qu'on va parler des protégés, mais à quel niveau? Qui procède qu'à travailler en lait protégé pour que n'importe qui monde, que n'importe qui vienne et puis peut-être voir un os rendu comme ça, parte avec. Ben non. Voilà, c'est ce que j'appelle protégé. Eh ben non, ça, je sais pas si elle termine. Tu avais autre chose à ajouter? Justement, c'est qu'en fait, le site a été fouillé. Donc, tout le site, il y a eu 3 campagnes exclusivement dédié à la fouille du cimetière. Et donc, toutes les sépultures. Donc, le cimetière était déjà entamé. Toute sa partie nord a été emportée par la mer et a été détruite. On n'a aucune idée de son étendue vers le nord. Mais par contre, toute la zone sud, qui représente à peu près 50 mètres carrés, a été fouillée. Et 56 sépultures ont pu être fouillées, individualisées. Ce sont des sépultures individuelles qui ont été donc faites pour chaque personne, sans doute sur un temps assez long, puisqu'on a des recoupements. Et donc il fallait que déjà les corps soient décomposés, qu'ils soient à l'état de squelette,
pour que quand une nouvelle tombe était installée, ils ont déplacé les ossements et remis dans la nouvelle. Ce qui se fait encore actuellement, ce sont des réductions, ce qui se fait dans tous les cimetières communaux, ou dans les caveaux, on range, on refait. Et donc, là, on a vu tout ça, c'est ça qui prend du temps, c'est de réussir à fouiller, d'individualiser chacun, de se rendre compte des limites de chaque fosse, de tout comprendre. Et donc, il y a eu 56 individus qui ont été exhumés, les squelettes. Et parmi ceux-ci, on a 31 adultes. Donc, on a pu étudier et déterminer qu'il y avait des hommes et des femmes. On n'a pas pu donner le sexe pour tous parce que on l'a fait sur les ossements. Mais l'ADN nous permettra de mieux savoir, d'avoir ces données plus complètes. On a vu aussi donc tous les âges. Donc pour les adultes, on a des jeunes, on a des personnes âgées. Et pour les enfants, il y en a beaucoup. On a 23 enfants, et dont 9 de moins d'1 an. Donc là, alors, ce sont des données importantes parce qu'on voit qu'il y a une forte mortalité infantile. Il faut tout de même rappeler qu'à l'époque, c'était un peu partout comme ça, hein, en Europe aussi. Mais chez les esclaves, de vie de 25 à 30 ans. Voilà. Oui, mais tout à fait. Mais là, c'est vraiment en plus une mortalité des jeunes enfants on les retrouve. Par contre, on voit bien. Mais c'était dû à quoi, vous savez ou pas? Là, on n'a pas encore les conditions de vie des esclaves, évidemment, qu'on peut très bien. Sans doute de la malnutrition. Alors après, on est avant le développement de la vaccination, où c'est là partout où les enfants ont commencé, l'espérance de vie a augmenté, avec surtout une diminution de la mortalité infantile. Ça, après la guerre. Ouais, c'est plus tardif, quoi. Mais du coup, là, on retrouve une situation comme ça. Ça a pris, donc ce sont déjà toutes les données qu'on a. Tout ça va se compléter. Il y a encore des études en cours. Et donc, ça permet d'avoir déjà un tableau. Si je vous comprends bien, c'est un cimetière organisé de la mesure. Oui. On retrouve effectivement des enfants, des adultes, des tranches d'âge, etc. C'est ça que ça fait partie des choses qui ont permis qui vont dans le sens d'un cimetière d'esclaves, en fait. On pourrait être dans un cas de cimetière militaire, puisqu'on est proche de l'île Ramier. Oui. Et cimetière militaire, il n'y a pas beaucoup d'enfants, en tout cas, il pourrait y en avoir exceptionnellement, mais voilà. Pareil, ce n'est pas... là, on voit qu'il y a un temps long, des sépultures qui se recoupent, un usage, donc on n'est pas dans une situation de catastrophe. On parle de cimetière de catastrophe ou de sépulture, parfois des fosses communes, en cas de naufrage, en cas d'épidémie ou en cas de bataille. Volcanique, etc. Voilà, n'importe quoi qui fait que beaucoup de décès arrivent en même temps et donc les inhumations sont faites rapidement. Donc en fait, ce qu'on comprend bien, historiquement, c'est un cimetière organisé. Voilà, c'est un cimetière organisé, sans doute avec une recherche de mettre les gens proches, peut-être de manière familiale, par des liens familiaux. On voit justement ces recoupements, c'est aussi une manière de peut-être que la mémoire était maintenue par une croix ou une petite pierre, n'importe quoi, des lambis, on sait les différents marqueurs, pour que après les gens de la même famille soient réinhumés à côté. Voilà, donc ça va être des questions qui vont pouvoir être un petit peu plus abordées grâce aux études d'ADN aussi. Donc, on attendra les résultats. Là, ça va prendre un petit peu de temps. Dernière question. Pas une question, enfin, ce que les gens racontaient à Martinique. Dernière question, nous sommes là jusqu'à 18h. Oui. On a, il parle à l'archéologue, jusqu'à l'archéologue. Oui. Et à Martinique, je me souviens quand j'étais jeune, et lors des cérémonies mortuaires, dans les campagnes, etc., les gens disaient, il virait en Guinée, il est reparti en Guinée. Or, donc quand on lit les chroniqueurs... Oui, il est parti à Bolaï aussi. Oui, Bolaï. Non, mais Bolaï, sont beaucoup, mais en Guinée, c'était sûr. Puisqu'il parlait de la Guinée, c'était mythologique. Et ce qui était important, à l'époque, quand on était jeune, on regardait les gens, les enterrements, etc., c'est l'ODPI aussi, la baie était toute la nuit. Il y avait la partie catholique à l'intérieur, si vous voulez, ou le réciter, etc. Mais à l'extérieur, j'avais la partie, je dis, endogène. C'est-à-dire, j'avais du théâtre, les gens s'amusaient, rigolaient, racontaient des histoires. Des contes, etc. Et le père Labatte, le père du texte, raconte que la mort chez les esclaves, il disait que ce qu'il y avait un esclave mort sur une habitation, tous les esclaves de l'habitation venaient. Ils venaient, ils étaient des centaines, ils venaient et participaient à ces cérémonies mortuaires, si vous voulez, etc.
Et le père Labatte raconte que tous croyaient que leurs âmes repartaient en Afrique. Et c'est pour cette raison, il y a cette orientation de la mer, etc. C'est le père Labatte et pas du tout qui raconte ça dans leur chronique. Est-ce que, si vous voulez, ce que vous avez trouvé peut permettre... Alors, nous, on trouve ce qu'on peut, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on n'aura aucun élément. Mais là, par exemple, on peut voir, on a les orientations des tombes qui sont majoritairement est-ouest. Donc, on est aussi parallèle au littoral, voilà. Mais on retrouve aussi un petit peu toutes les orientations. Les inhumations sont réalisées sur le dos, très majoritairement. Je crois qu'il y a 3 sépultures qui sont... en fait, ils sont sur le dos, les membres inférieurs en extension, les jambes tendues. Mais 3 sépultures ont les jambes un petit peu sur le côté, donc une position qui diffère légèrement. Et un individu est inhumé sur le côté. Voilà. On ne peut pas l'interpréter, on n'a pas les moyens de le faire. Dans l'ensemble, les pratiques semblent plutôt rentrent dans la norme des pratiques catholiques à l'époque. Dans tous les cimetières, c'est un petit peu pareil. Voilà, on repère pas de différence particulière. Ce qui ne veut pas dire que les croyances étaient différentes ou voilà. En tout cas, ce qu'on retrouve, c'est ça. Et c'est justement en fouillant, où, par exemple, en Sainte-Marguerite, on a trouvé dans une zone plus de variété dans les positions, dans la manière d'inhumer. Bon, on pouvait se dire peut-être que c'était des gens qui venaient directement d'Afrique, qui avaient gardé des traditions ou des croyances des pratiques plus fortes. Mais là, on ne sait pas. Après, c'est ce qui est fait. Ce sont les fossoyeurs. Il ne faut pas oublier que ce sont les fossoyeurs qui enterrent, pas forcément dans le désir de la personne inhumée. Et voilà. Monsieur Montluc et Monsieur Privat, moi, j'ai envie ça va tellement aux autres en disant ça. Qui ça qui pour les autres en disant ça alors que c'est pas pas ça moi l'autre côté câblaise qu'aux autres déjà le cab ça veut dire qui ça? Nous avons essayé d'expliquer ça, parce que nous avons essayé, nous rappelons ce que nous pouvons faire. C'est-à-dire que lors des dernières fouilles, c'était dernier fouille là ou avant dernier fouille? Vous avez dans la fouille aussi alors? Non, nous avons venir bien en détail dans un petit moment à ça pour faire comprendre pour qui manière nous fait arriver là, nous y est là. C'est-à-dire qu'un jour, comme la passé, fait marche lance belle comme d'habitude. Et puis, nous pas savent que t'es ni fouille. Nous pas au courant, puisque nous pas côté à dans combat. Et puis, c'est archéologue là qui travaille. Pour prendre un petit peu ce que je dis. Alors, donc, chef des travaux, chef archéologue là, et puis, il m'a dit, est-ce qu'il peut quitter ces fosses là ouvertes pour demain matin? Et, très gentiment, très aimablement, monsieur dit pas de problème, il quitte ouvert, et puis il dit, il vient, il dit nous ça, il dit nous, bon, moment là, il y a un bail qui a fait là, faudrait nous aller là, est-ce que ça craint les autres? Moi, pas qu'à dire autres rien, mais c'est les autres qui veulent autres qui, ouais. Nous aller, ben, au départ, nous étions à 7. 7. Oui, nous étions à 7, là, nous commençons à travailler dans mon pays, d'où, que, entre ça, et tu as fini, tu as dit, entre ça, tu as raconté, et puis entre ça, tu as même, et puis désirer pour vivre, c'est un autre bagaille. Comprenez? Donc, émotion les autres, d'autres rivés. C'est pas émotion seulement. On a dans l'émotion, on est colère, parce qu'en même temps, on va discuter, puis c'est l'archéologue là, donc il te donne des informations, au fur et à mesure, on est là, donc on prend conscience, au fait. Nous, on prend conscience et puis grandeur bagaille là. Et oui, donc, t'es ni colère. Mon pas qu'à dire, t'es Nicolas. Ah, évidemment. Non, mais il faut qu'il explique un bout de temps. Il était fâché, un bout de temps en colère. Ben, ça tout à fait normal. Parce que quand on a des informations, au fur et à mesure qu'on s'est dit ces archéologues là, on a l'impression qu'on croit où ils montent dans le temps, alors c'est pas vous qui vivez. Mais en même temps, on a dit que ça est inimaginable. Et que certains bagailles, des informations, ils étaient honnêtes et puis nous, nous des informations. Et en même temps, ça montait, nous tous peut-être pas vivre les mêmes manières. Donc nous discuter de ça. Et tu vois, t'es ni colère, t'es ni tristesse, t'es ni toutes sortes d'angoisse. En fait, on peut pas dire que c'est un genre de bail qui pratiquement tout mentait nous. Bon, nous dit souvent, ça tout mentait nous, ça bouleversait nous. Alors, laisse ça fait, nous dit comme ça, bon, attends, les nous y répartis, on avait des difficultés à discuter entre nous parce que avec cette émotion-là. L'émotion, ouais. Avec cette émotion-là, donc on trouvait peut-être pas les mots.
Alors donc en revenant chez nous, on s'est dit non, entre Lance Belle et Lance Mathieu, on s'est dit non, ça peut pas rester pareil, ça peut pas rester comme ça, ça peut pas rester comme ça, et que de là, nous dit bon, mais oui, mais qui ça pour faire? C'est de là, nous dit qui ça pour faire. Après, nous réfléchissons, nous réunissons, nous faisons tout ça. Et puis, il y a un qui était un élément fondamental là, dans ça. Du moment que nous, aujourd'hui, nous pas, parce que c'est aujourd'hui à nous, et il y a un bagage qui tombe dans la semaine après, il y a une réunion de restitution des travaux des archéologues aux Trois-Îlets. On était, certains de nous étaient présents, puisque à cette époque, on était toujours 7. Et que il y a un mot qui sortit, qui fait ces camarades-là vraiment mal, parce qu'au départ, nous avons découvert que qui ça y le fait de là en sentier randonnée. Hein? Et nous avons nettoyé. Répétez ça. Ils ont les fait là, simplement. Ils ont nettoyé ce site-là. Ça veut dire qu'ils ont pris tout ça. Les euros, capital côté. Donc, ça voudrait dire que ils ont fait des fouilles préventives. Ils ont fait des premiers fouilles, donc ils ont partis et puis. Et que lors de réunion, là, il y a un monde qui dit, qui est des responsables de, juste à atteindre l'INRAP, la DAC aussi, qui était là. Alors, la personne de M. Aumont, je crois, oui. Et puis, il y a un monde qui dit, un responsable qui dit, bon, nous allons nettoyer ce site-là, nous allons faire des lances anti-randonnée. Donc, justement, c'est là, c'est important. C'est pour ça, mon petit cet exemple avant, comment on parle des autres, de la Titance, de Sainte-Marie, de Deux Froids, l'Ansalane. Ça, je t'ai dit, nous, c'est, en fait, je t'ai fait même bagaille là. C'est-à-dire, pour nous t'ai rendu nous compte que je t'ai effacé l'histoire. Et que tenir une invisibilisation totale de nos ancêtres, en fait. C'est-à-dire, pas télé, ouais, monter ça. Oh, c'est ça, Jean-Pierre t'a dit, nous, ouais. Et pour les détails, Dominique Le Bar, pas mal les détails, mais les moulins qui étaient terrés, un seul monde qui était terré dans l'ensemble de ces recueils. Tout le restant, c'est au sol. Et puis, t'es qui est ensemble de ces recueils, c'est-à-dire, couvert ce recueil-là, c'est en la porte. En fait, c'est ces gonds nous trouver. C'est-à-dire que, quand on voit tout ça, et pour qu'attendre, et puis, pour nous, c'est des mouns, c'est mouns qui là. Nous, sans que c'est des mouns. Et puis, voilà. Il y a dit que nettoyer ce site-là, et puis que c'est un lieu de randonnée. Bon, ça t'est moins raide. Et c'est pas qui a proposé ça ou la DAC? Non. En fait, à la limite, aujourd'hui, c'est pas important parce que c'est le fait qui a déterminé et que nous a renforcé. Voilà. Et qui nous a fait prendre conscience d'une chose, c'est empêcher l'invisibilisation. En fait, c'est ça. C'est ça qui va nous forcer là. Merci en pile. Voilà. Non seulement ça, moi j'ai dit que confirmer Tibouin ça, Jean-Albert Kadia, c'est le monde qui a venu dire l'élément déclencheur, c'est Tibouin ça. Et moi envie de dire tout ces monde là merci. Merci parce que en quelque part, si peut-être parole t'a la pas été sortie, nous peut-être pas aussi mobilisés pour faire un bagage et nous envie de dire merci, nous pas rien contre personne, nous pas faire encore puis personne, nous simplement prend problème là, discuter puis nous parler puis nous ça pas été facile, nous rendre nous compte que ça pas été évident, mais aujourd'hui jour, moi je pense que entre nous à un moment donné, moi je pense que nous trouvons qu'on nous en face de certains monde. Tant pis pour ça qui pas d'accord ou pas pour nous, mais je pense que nous trouvons nous quand même à un moment donné en face des gens qui comprennent démarche nous. Et c'est pas possible. Vous savez l'eau du bouton dit dans un parmi c'est tout et puis quand on a dans parole comme quoi que c'est et puis c'est même pas ça, une idée mots qui était encore plus démonté à l'entendre, qui était plus raide à entendre, c'est désolé, mais c'est normal. Moi, je dis que c'est dans le langage scientifique, ça, c'est pas un problème. Mais par contre, nous, rapport là, nous ni, et puis les ancêtres, nous, rapport là, nous ni, et puis c'est mon nous, du bouton, parmi eux là. Le haut dit comme ça, c'est des objets archéologiques, qui appartiennent à l'État français. Répétez-moi ça. Les objets archéologiques. Mais ça, c'est de langage scientifique. Donc, mobilier archéologique. Après, l'État français. Au départ, c'était des objets archéologiques appartenant à l'État français. Après, il a fallu qu'on se batte avec des gens responsables. Non, il va falloir qu'on... non, ça peut pas être possible, parce que nous t'ai fait à un moment donné... Pourquoi oublier que l'esclave était un bien meuble?
Mais c'est pour ça. C'est pour. Je voudrais juste préciser que n'importe quel ossement humain était traité pareil, qu'il soit un ossement humain d'esclave, tout à fait. Non, ça peut les certifier, pas de problème. Et que par contre, le vocabulaire a évolué et que maintenant on parle vraiment de vestiges de restes humains, quoi. Oui, mais dans notre histoire, dans notre histoire, le Code noir, il faut comprendre, l'esclave est un bien meuble. Bien sûr. Et quand on nous dit c'est du mobilier archéologique, évidemment. Quand on nous dit c'est du mobilier archéologique, ça rentre, si vous voulez, dans... C'est évidemment, c'est ça qui c'est simplement ça, ce que j'ai voulu dire. En quelque part, moi, le rapport qu'on a avec nos personnes qui sont enterrées là, nos ancêtres, oui. Et est-ce qu'on pouvait supporter ça? Qui était à notre place pour entendre ça? Je pense que ça aurait été en Bretagne. Je pense que les Bretons ont eu peut-être la même réaction que vous. Les Basques aussi. Les Basques aussi. Quels que soient les gens. On s'est battu parce qu'on avait mis en place des comités de pilotage. On s'est battu pour qu'on... Jean-Pierre, avant de parler des comités de pilotage, alors, juste avant poser une question. Et qui manière nous fait? Nous t'es 7, mais nous venons 23. 23. Alors, je vais poser d'autres questions après ça. Il a fallu que nous gouvernions le gouvernement pour nous te dire qu'on ça langage ça en nous tirer face ça mot à nous tirer en disant parce que nous t'es réunis comme nous et ça prend combien d'années quand même combien des 3 ans pour 4 ans 4 ans pour au dernier moment nous prend la décision pour nous pas créer ces mondes là ces mamans là ces mondes qui étaient là immobilier et nous ils changé là les papiers mais ils mettaient restes humains ou bien ils mettaient restes mortels. Voilà. Donc ça voudrait dire que t'es quand même l'envie, t'es quand même l'objectif était quand même de travailler ensemble. C'est pas pas dit que donc voilà quoi, c'est Tibré ça m'a dit. Alors on les approche du micro. Et ça nous fait en fait, c'est-à-dire que au départ alors 7, 9, 13 là augmenté, mais nous t'es fixé comme nous 2 objectifs. Premier, c'était sanctuariser l'UA. C'est-à-dire faire de façon que ça ne peut pas en sentier de randonnée. Nous, quand même, été débat en l'air. C'est pour ça que je me pose des questions au début. Est-ce que ça protège? C'est-à-dire sanctuariser l'UA et faire une série de bagages. Premier bagage, nous fait, et puis moi et nous faisons un stèle. Un stèle. En laisse la matière ici où repose des hommes et des femmes. Ouais, mais photo, belle photo, il y a les flyers là. Voilà, ça, nous fait ça en 2019. 2019. En 2019. Et sans autorisation, c'est votre même décision. Non, nous dit le conservatoire du littoral que nous avons fait ça. Et bon, évidemment, ça pas été évident. Le conservatoire du littoral dit nous, il a pour protéger les sites, pas pour ajouter des stèles. Mais en fait, nous fait stèle, nous fait la salon, nous transporter par quand nous mettez. Et c'est premier bail que nous fait. Ensuite, nous ceinturer tout côté qui était ni cimetière et puis des pitchettes et puis des codes bien visibles pour ne pas passer en cimetière et puis en dernier lieu nous mettez nous avons watch l'histoire puisque pendant les fouilles là ils ont découvert aussi que c'est un site exceptionnel il n'y a un cimetière esclavisé mais en même temps il y a 2 périodes de ça, les Amérindiens, les Arawaks et les Kalina. Donc, il y a en fait là, très, historiquement très faux. Donc, 1200 ans d'histoire, en gros. Voilà. Alors, nous mettons en Roche l'histoire, qui n'y 2 symboles, un symbole de l'Afrique de l'Ouest qui sont Sankofa, et puis un autre symbole des Amérindiens que nous trouvons en les sites là. Hier, j'étais aux archives, et je fus le dernier, mesdames, messieurs, à toucher le registre. Et juste après avoir touché le registre, on m'a dit, Polo, ça y est, on rentre les registres, personne n'a plus le droit de toucher à ces registres parce qu'ils sont désormais sous la protection de l'UNESCO. Il y aura des dérogations. Donc, vous pouvez me prendre en photo. C'est jamais être le seul, le dernier à toucher. Vous regardez, monsieur, pour ça? Non, ça s'est passé hier. Oui, moi, lis ça, les belles. Mais non, à propos de la langue créole, les Corses, dans leur assemblée, puis une assemblée unique nous-mêmes, étaient mis comme un bail que la langue corse, c'est la langue qui soit pratiquée dans l'assemblée de la Corse. Le gouvernement français,
Le gouvernement français a décidé que la France, la République est une ligne, il n'y a qu'une langue, la langue française. Ils ont évidemment interdit que les textes soient écrits en corse et en français. Et je vois qu'en Martinique, on a fait la même demande. Aurons-nous la dérogation pour que le créole, ça n'empêche pas que les textes soient en créole, hein, c'est pas un problème, ça, les textes pour être en créole, etc. Mais aurons-nous la dérogation aussi, que les Corses n'ont pas obtenu, alors c'est un problème réel et sérieux. Vous avez vu, c'est le même problème, si vous voulez, et les ossements sur des biens mobiliers. Et la langue, c'est la langue, depuis la Révolution française, la France est une république unique, indivisible, et la langue, c'est la langue française. D'accord. Donc, les langues, parce que la France, c'est le seul pays qui n'a pas voté et les langues régionales dans l'Europe. Tous les pays européens ont voté, effectivement, et la Martinique n'a pas d'office de langue. Le Conseil, la CTM n'a pas d'office de langue. Et la France, c'est le seul pays qui n'a pas voté, effectivement, les langues régionales. Donc, si vous voulez, nous sommes un peu, la bataille est encore aussi longue que la découverte de cimetières de nos ancêtres autour des plages. Vous avez la parole. Revenons sur le CAB. Ouais, c'est sur le CAB. KAB. KAB. Comité Ansbelé. En créole, hein? Comité Ansbelé. C'est pourquoi on dit Ansbelé en créole, mais en français, on dit Lansbelé. Lansbelé. Ah ouais. OK? À titre question, Jalbert, est-ce que vous avez trouvé toutes les habitations qui étaient à vivre autour? Nous ne pouvons pas le dire ça dans un moment. Nous ne pouvons pas le dire ça dans un moment. Ça, mon télé dit, mon notre premier objectif, le CAB, Comité Ansbelé, était fixé quoi? C'était sanctuariser le site. Donc, ça fait, désormais, tout le monde est passé là depuis 3 ans, savent qu'il y a passé dans un lieu de mémoire. De mémoire, hein. Mais nous avons fixé qu'on a un deuxième objectif, et c'est ça qui, en fait, qui posait nous plus de problèmes, c'est le retour des ossements sur le site. Le retour des ossements sur le site. C'est-à-dire. Nous passons côté où il est. Eh bien, nous savons côté où il est. Nous allons là où qui m'en a été entreposé. Ça a duré 4 ans. Nous passons 3 préfets et combat là. Parce que ça c'est un bagage qui. La loi française n'a pas permettre que des restitutions de vestiges d'archéologie à la population pour mettre à dedans, par exemple, en ossuaire qu'on nous a commandé. Donc, ça fait l'objet de 10 comités de pilotage, dans le comité de pilotage, et puis l'État, et puis le Conservatoire littoral, et puis la préfecture, et puis M. Lumière Darlé, nous qui vivons ça. Mais deuxième objectif, là, c'était ça nous fout, il y a des nous ça utopique, etc. Mais en tous les cas, ça nous peut déjà annoncer, c'est que le 22 mars, il a inauguré Tombouctou. Et Tombouctou, le 22 mars, Nitiman Maï, Ansdarlé, qui ramène ni en réanimation qui fait à Dantomboa, et les 56 plus 3 Amérindiens, et ils ramènent à Dantomboa, que ils scellé, que ils fermé. Donc il y en a en sépulture digne de l'humanité. En sépulture digne. Voilà. Oui. Et objectif atteint donc. Mais si nous étions partis 7, à la fin, le jour d'inauguration, nous étions quand même 22. Ouais, nous nombreux à la place Montour. Ça, c'est objectif, le CAB, c'était ça. Et puis, nous, un bagage qui a venu faire qu'à présent, nous avons un troisième objectif, mais qui apprend nous tout le temps, c'est communiquer. Voilà, c'est ça. Parce que là, faut informer, il faut dire moun. Alors déjà, nous avons dans l'eau dans les sites là, nous avons expliqué ça qui passait. Mais combat, c'était contre l'invisibilisation de nos ancêtres. C'était ça, combat, nous. Et combat là, pour nous, c'était un combat qui était qu'à rejoindre la réparation. D'ailleurs, nous le dit un gros salut, un gros rouleau bravo à M. Garcin Malsa. Garcin Malsa qui pendant 23 ans gourmet pour la réparation et puis les convois, je te connais. Et nous inviter Garcin pour y travailler. Garcin dit, vous avez tout à fait raison. Ça, c'est un pan de la réparation. Et ça, il faut que nous bien tentons ça. La réparation de qui ça? C'est réparation en histoire qui a été effacée, mais c'est aussi en réparation pour nous-mêmes. Parce que, on peut dire que le monde qui a descendu dans ce belay, qui a, enfin, il a loché, quoi, à cause d'histoire, que nous pas connaître, à cause de. Nous t'es pour faire émission là. En direct, mais pas d'électricité. Nous t'es pour faire là en direct. Mais faut croire que réparation, c'est pas seulement, ni le monde qui a pensé réparation, c'est l'argent qui s'en etc. Mais c'est pas ça du tout. C'est invisible, ça qui est invisible. Voilà. Quand il y a invisibilisé, nous ribaillons visibilité.
Et puis voilà, alors, nous tiens à saluer Garcin Malsa pour ça. Et ben, c'est vision, nous, de la réparation, du mot réparation. Non, c'est. Ça qui t'a étonné, moi, c'est parole sous-préfet. Alors, sous-préfet a un rôle, quand il a dit ça. Parce il dit qui ça? Sous-préfet a, parce qu'il n'a pas arrêté de répéter nous ça pendant ces comités de pilotage-là. Bon, alors, parce que pour y prendre, si Jean-Pierre Capéon, c'est-à-dire qu'un jour, comme ça, c'était à l'époque de M. Cazel, nous apprenons que nous gagnons. On ne peut pas dire que ça ne te gagne, nous attendons, et nous dit nous, à partir de fin décembre, les ossements seront remis à la mairie des Ans-d'Arlé. D'ailleurs, ben, un petit mot, les Ans-d'Arlé, parce que ils ont accompagné nous énormément dans le combat là. Moi, qui dit que nous tenions chance que ça a fait dans les territoires. Peut-être dans notre commune, ça a eu aussi même bagarre là, mais pour le moment, nous tenions chance que c'est dans les territoires Ans-d'Arlé et les nous porter projet à Bamisé Limay. Alors là, moi j'ai dit que il répond favorablement et moi j'ai estimé même dans ces comités de pilotage là, il pas jamais menti en comité en réunion et il était encore plus saoulé, plus chaud, plus virulent que nous-mêmes. Alors donc grâce à la mairie de la municipalité d'Arlé, grâce à M. Limé, nous Eugène Laucher, d'accord. Et grâce à M. Tata aussi, nous quand même, moi je pense que sans lui, sans l'apport, sans forcer la mairie, nous, M. Limé était là, et puis nous, je pas pensé que nous avons réussi à combattre là. Vous avez réussi, de pas engager un combat pour gagner. Pourquoi partir pour gagner? Oui. Maintenant, nous pas été obligés de gagner en 4 ans. Pourquoi gagner à 10 ans? C'est ça, moi, les fait comprendre. Mais, parce que nous avions l'âge, oui. Oui. Mais non, mais il y a un bagado. Ils sont vieux. C'est celui qui gagne, c'est celui qui dure. Ouais, la longue barre, chacun peut plus longue durée. Ça veut pas dire, les nous cas des aujourd'hui, qu'on nous apprend les potes et Moaban, nous dit que vous avez gagné. Ça veut pas dire, faut pas nous croire que ça fait comme ça. Ça fait un lot bagaille fait. Il y a un lot bagaille. Nous pas peut-être rentrer dans tous les détails qu'il faut. Malheureusement, ça t'arrive en fois. Ça nous est arrivé de bloquer les fouilles. Ah bon? Maintenant, c'est pas quelque chose, c'est pas quelque chose qui a été dans une violence. C'est-à-dire que, pour YTP, ramener, bah nous, l'assurance que les autres ramener ces ossements à Lance-Belay, et ben nous sommes obligés de botter fouille. Là, ça a duré des jours. Donc, ça, c'est des bagages que les gens ne savent pas. C'est important de dire ça. Mais c'est important quand même de dire ça, et ça n'a pas empêché. Ans-d'Arlé est tellement loin, c'est dans l'autre pays. C'est pour ça que nous prenons information. Mais moi, là, presque tout le temps. C'est la marre à manger. Mais comment dire? C'est la marre à manger plus belle. Qu'on a pas diri là. Macadam là. Non, c'est pas ça. Ans-d'Arlé, pourquoi manger? La oufrie, pourquoi manger? Pourquoi manger macadam? Sur la bon macadam monté Ans-d'Arlé. Ah ouais, c'est là qu'il y a bon macadam. Vous savez que ça n'a pas fait comme ça. Donc, ça manque à oui, c'est une ça aussi. Nous sommes obligés de bloquer les fouilles jusqu'à temps que nous s'ouvrait un courrier du préfet pour dire d'accord, si signé, nous n'y ça dans l'archive, nous signé d'accord, nous quand ramener ces ossements, nous d'accord pour y mettre ces ossements. Et c'est à ce moment-là que nous libérer ces fouilles-là et nous-mêmes accompagner, c'est puis nous. D'ailleurs, c'est nous qui t'es mené au descendre les sites là, travailler tous les matins. Alors, dans tout ça, ça a quand même créé un lien, de fraternité entre les scientifiques et puis tout à fait, les citoyens. Oui, ça a créé un lien et que jusqu'à présent nous gardons des liens là. Il y a une capoté, signer une information. Les archéologues cabanouilles, alors là, pas ni pièce, il n'y a pas caché nous rien, pas ni pièce problème. Nous travaillons ensemble sur ça. Et je remercie parce que quand même c'est grâce à travail. Au départ, c'était Dine. Ouais. C'était le cyclone Dine, mais après, quand même, c'est grâce à travail. Moi, pas ça, c'est nous qui nous compte. Nous avons tiré à peu près une soixantaine de monde dans ce belay, et que travail, scientifique là, tout le monde, et puis il y a dans la boîte. Et puis personne ne passe à qui ça qui fait, personne ne passe à pas ni rien. Non, mais on comprend très bien, c'est bête. Enfin, moi, quand je toute partie qui écoute les autres, parce que c'est important de dire, c'est un pan de l'histoire qui finit en 1848, d'accord, et qui ensevelit
et qui pratiquement invisible, comme nous a dit, et que nous pourrons être visibles. Et ça qui était choqué, moi, dans le sous-préfet, il dit, pas prendre ça pour en jurisprudence. Ben, c'est dérogatoire. C'est dérogatoire. C'est-à-dire que si des Martiniquais ont retrouvé sur d'autres sites de ce type, il n'y aura pas les mêmes procédures, les mêmes résultats. C'est quand même grave. Nous ne croyons pas les Martiniquais, mais en fait, c'est sur le territoire français. Oui, mais bon. Mais c'est pas nous qui dit. Ouais, c'est-à-dire que ça c'est dans le territoire français. Pas comprendre que ça a été fait presque autant dans le territoire français. C'est ce qu'il a sorti. Sauf que nous, on est en Martinique. Je suis non, mais c'est pour te dire, ce que je veux dire, c'est que il n'a pas dit ça spécialement pour nous. Mais c'est à cause de nous qu'il fait, il dit. Nous repartons là même au 63-23-23 avec monsieur René Louise. Ah oui. Monsieur René Louise, bel bonsoir. Bonsoir. Ouais, bonsoir, camarades des copains. Mais quand écoutez les autres là, c'est juste pour vous entendre l'information. Oui. Moi, j'ai eu l'occasion, moi, à Washington, visiter, dans l'université, il y a un grand département d'anthropologie sur les cimetières. Ben, il y a trouvé le cimetière d'esclaves, et puis des anthropologues, des ethnologues, des chimistes, mais un bagage très avancé, et puis un laboratoire de recherche qui est très important. Toutes cicatrices, en zoo, en squelette, noté, tout ça, mais un bagage scientifique de haut niveau que les Nord-Américains mettaient au point. Et je pense que nous, c'est mondial pour nous prendre contact pour savoir ça qui passe vraiment en Martinique. Parce que c'est très avancé ça. C'est pour ça mon Dominique Lebar dit que c'est Zora, c'est aux États-Unis, il est capable pour justement décatiller tout comment il. Cimetière là, découvert Barbade là, les propriétés mettent là. Et j'ai fait un grand musée, un champ de recherche qui est ouvert en 2027. Je pense que nous avons assez de boutons ça. Eh bien, architecte là qui travaille là, c'est lui qui travaille c'est lui au prend. C'est lui au prend et il est paré en 2025. Il gagne évidemment un cimetière évidemment. Plus il gagne un grand centre de recherche, d'accord, sur le commerce triangulaire et sur les esclavagisés dans la Caraïbe. Je pense que nous gagnons assez forcené pour nous aller une journée d'inauguration là ou après. Et si Radio Martinique première t'es bon un petit billet pour nous descendre, pour te en direct, t'es super excellent. Mais les gens visiter le département à frisson les vents les moi. Je comprends non hein. Et c'est même manière c'est moment là qu'a dit j'étais bouleversé d'émotion, le découvert effectivement j'étais en colère pour répondre à l'administration, d'accord? Parce que tout ça qui est littoral, c'est des immobiliers. J'étais en colère, mais en même temps, ce sont des citoyens martiniquais. J'étais une conscience qui c'est un exceptionnel. Il fallait une couverture aussi exceptionnelle. Et sur les, pratiquement, je fais un tombeau, il y a un marbre ou un grès. Il y a un grès. Il y a un grès, effectivement. Alors, je vais poser une petite question directe. Est-ce que maman a trouvé bougie en l'air, c'est en l'air là? Mon pourquoi mettre bougie? Oui, tous les jours. Tous les jours. Donc ça veut dire mettre fleurs. Ça veut dire aussi mon monter là. Population appropriée quoi? Moi pas obligé de monter là et déposer bougie. Bougie. Oui. Et camarades. Oui. Non seulement qu'à souhaiter aussi, c'est que l'université Martinique travaille en l'eau et puis à droite de l'université. Parce que c'est Nord-Américain, j'apposant l'eau problématique, et je pense que ces messieurs ont des informations et apporter nous ça qui passait dans l'histoire de l'esclavage, histoire nous, et puis nous très liés historiquement pour les Nord-Américains. Je trouve c'est dommage que pas y ait assez de liaisons entre l'université Martinique et puis à droite de l'université. Oui. En tout cas, merci d'y appeler ou ouais. Et merci, nous pourrons finir pour le maronisme moderne. C'est bien. À bientôt. À bientôt. À bientôt, ok, bonne soirée. Oui. Faut pas une précision que nous mettons dit l'université des Antilles t'es fait partie des comités de pilotage là. On a personne de Maurice qui est responsable du département histoire Martinique. Et il prend part à tous les comités de pilotage qui étaient à c'est-à-dire l'université moi, je vais travailler avec nous bientôt, puisque nous avons fait une émission directe à la pagerie, sans spécialiste, et qui travaille avec nous bientôt. Autre lieu où on a rompu l'invisibilité. L'invisibilité aussi, de la mémoire et de l'histoire. Madame Dominique Lebars, vous travaillez en toute tranquillité.
Oui. Oui. Non, bon, ça dépend. Moi, je ne travaille pas uniquement sur des cimetières d'esclaves et je suis au départ archéoanthropologue, mais j'ai aussi travaillé en archéologie plus générale. Voilà. Et justement, je voulais revenir sur les analyses peut-être de Lance-Bellé. Oui. Est-ce qu'avant d'en parler, on peut dire d'où sortaient les gens qu'on a trouvés là? C'est-à-dire comme il y a eu des études oui. Qui ont été menées, oui. notamment par M. Serge Pain et Jessica Pierre-Louis, on aurait cité, en fait, en nous appuyant sur leurs travaux, nous pouvons dire un certain nombre de choses aujourd'hui. Les esclavisés qui étaient enterrés à Lance-Bellé, fort probablement viennent d'une habitation qui se situait en amont, dans le sud du cimetière, et une habitation qui a eu deux noms. D'abord en 1670, c'était l'habitation du quartier de l'île Aramier. Et c'est mon qui était quartier habitation là. Propriétaire c'était Nicolas Chartier de Bel-Air. Et nous avons pensé que c'est de là que nom Lance-Bellé. Ah d'accord, ok. Nicolas Chartier de Bel-Air. Et habitation là tenait 41 esclaves de façon quasi permanente. Donc ça a fait déjà 41 monde qui étaient là, 41 esclavisés. Et plus Timon Maille, plus etc. Donc d'accord. Et notre habitation. Et après, il se trouve que en 1780 à peu près, et 84. Même avant, une habitation, c'est des moines capucins qui tenaient, et t'es qu'à crier le chalet. Ça, grosso modo. Moi, j'ai trouvé, là-bas, la recherche point, que les moines capucins tenaient 400 hectares, 3 îlets, qui étaient qu'à gérer. Alors, moi, pas trouvé le nombre d'esclaves là, hein, mais moi, ça, j'ai tenu 400 hectares. Et qui ensuite, je vois des dominicains, et ensuite, je parcellisé pour des colons, etc. Et m'a retrouvé M. Pelletier, il tenait en concession, il était parti des 3 îles rivées salines, qui tenaient 4800 hectares. Donc ça, c'est au début. Vous savez, au début de la colonisation, on a ce qu'on appelait c'était les propriétaires. C'était d'abord les propriétaires. C'était des fiefs qu'on donnait. Et c'est après, lorsque Denambuc est arrivé, on a mis en place ce qu'on appelle pas le crédit foncier colonial. On a mis en place la société qui s'appelait coup de mémoire, qui gérait évidemment la Martinique. Puisqu'elle est passée d'une propriété privée à une propriété publique. Domaniale. Et là, le partage était fait différemment. C'est-à-dire les concessions étaient données de la plage vers les Mornes, entre 100 et 120 hectares. Et le père Labatte explique ça très bien. L'habitation de Sainte-Marie avait 120 hectares, une centaine d'esclaves. Et il écrit dans ses rapports qu'en ayant tant d'hectares et tant d'esclaves, en un an, l'investissement est amorti. C'est-à-dire, l'habitation est rentable. Et c'est le modèle du père Labatte qui a servi de modèle, et évidemment, à toutes les habitations martiniques. Alors, on discerne les habitations de la période jusqu'avant 48, ils sont appelés des sucrotes, c'est-à-dire des petites habitations qui 12-20 hectares, et les grandes habitations, évidemment, des habitants propriétaires. Ça, c'est très important dans cette structure. Et puis ensuite, après 48, à des années 70, lorsqu'on met en place les centrales sucrières, toutes ces sucrotes, ces petites habitations disparaissent parce qu'ils n'ont plus les moyens de payer, les anciens esclaves. Et ensuite, ils ont des contrats avec les usines centrales. Et les usines centrales rachètent pratiquement toutes les propriétés. C'est Bougineau, c'est Eustache, c'est Aubéry, c'est Ayotte et c'est Dorinal. Voilà en gros comment c'était restructuré l'habitation martinique. Et ça, ce que vous dites est très important dans la mesure où les petites habitations qui avaient été dans le domaine domanial, pratiquement familial, évidemment, avaient une perception de rapport à l'esclave qui n'ont pas la grande habitation. Qui n'a pas la grande habitation. Madame Chose écrit ça bien, madame, comment elle s'appelle, j'ai oublié son nom, qui est inspecteur d'historiographie. Ça, c'est très important pour nous de comprendre ça. Et donc, si on retrouvait dans les archives et chez les notaires le nom de tous les propriétaires, au fur et à mesure de l'histoire, peut-être qu'on pourra retrouver effectivement qui était propriétaire où et qui
propriété de tel domaine, comme vous avez fait là, et pourquoi on trouve dans tel lieu, etc., des lieux d'enterrement d'esclaves. Mais à la base, il y avait des paroisses. Ansdarlé, c'était une paroisse, semble-t-il. Oui. Donc, ça veut dire qu'il y avait sûrement une église. Oui. Il y avait sûrement l'abbé. Oui. Et il y avait sûrement, lors des décès, je sais pas moi, des livrets de décès. Alors pourquoi dans les, il y a pas ça? C'est quand même, c'est pour ça, mais pourquoi dans les églises, ils nous disent pas où se trouve tel ou tel cimetière? Il y avait un cimetière là, il y avait c'est pas un cimetière communal. Il y a pas de communal à l'époque. C'était, et en plus, c'est 1770, hein, donc, que je raconte. 1670, et le chartier de Bel-Air, quand il a 41 esclavisés, c'est 1670. Bon, pas quoi, Ansdarlé, ça a constitué une commune considérable. Les communes sont bien à part de 1830. Et après, quand les Capucins prennent, ben, là, ils changent de nom, c'est le chalet, yo, pas ni autant esclaves, yo ni, à peu près, 26 esclaves, mais, nom blanc, 26 plus quoi, ça fait quand même déjà en 80 mounes. Oui, je suis bien d'accord avec vous, mais il y a un truc que je comprends pas, parce que moi j'étais aux archives il y a pas très longtemps, on voit bien sur les livrets tel propriétaire a acheté telle personne, naissance de telle personne, donc s'il y a une naissance, il y a une décès aussi. Attends, faut regarder les registres paroissiaux. Il est écrit dans les registres paroissiaux, par exemple, je retrouve pour Pierre Pilote, Madame de Josso a baptisé Vénégrillon. Il n'y a pas les noms. Oui, mais cet exemple, justement, sur le chalet, et les travaux de Jessica Pierre-Louis, eh bien, lors d'un inventaire de biens, eh bien, il y a non, c'est un inventaire. Hein, c'est un inventaire. Alors, il y a une série de bails, une marmite, une gouagerie, etc., et puis des nègres esclaves. Ben, c'est normal, ce sont des meubles à l'époque. Oui, mais alors, et puis, il y a non. Mais écoutez, non, on peut citer non. Et c'est Charles, Zi, Papillon, Jean, Vaillant, Joseph, Zourette, Francis, une série de noms, mais il n'y a pas même en fait, c'est des prénoms. Des prénoms, oui. Donc, c'est pas des mouns qui a dans pièces registres. Pas ni registre d'immatriculation, pas ni registre d'état civil. C'est à partir de 1931-32 qu'on a accordé aux mulattes le droit d'avoir des civilités. Et c'est après 48 qu'on a mis en place ces registres, ce qu'on appelle les registres d'identité. Donc, si vous voulez, donc regardez bien, il est écrit ça dans le code noir. Il doit être baptisé et avoir un prénom chrétien. C'est tout. C'est tout. Et les registres, les baptêmes, on a retrouvé des registres de baptême, il n'y a pas le nom des baptisés. Il y a Madame Etel a baptisé 9 Tégrillons. C'est tout. Il n'y a pas les noms. Donc, ils ont des matricules. Et seuls les registres notariés peuvent permettre de comprendre, d'avoir des noms. Et c'est après 48, pour mettre en place les registres électoraux pour l'Assemblée constituante et l'Assemblée législative plus tard, qu'on a donné des noms, je dirais, de calendrier, etc., qui n'ont. Donc, dans une même famille, on peut avoir 3 noms différents. 3 noms différents. On peut prendre l'exemple des Jean-Baptiste. Il y a des Jean-Baptiste sur toute la Martinique, mais qui n'ont qu'un lien de parenté. Puisqu'ils sont allés ce jour-là, Jean-Baptiste, je vois même chez mes parents, chez mes ascendants, parce que mon grand-père était esclave, on retrouve le même nom écrit différemment. Ils étaient 2 frères, mais écrit différemment. Et donc, ça m'avait interpellé. J'ai travaillé beaucoup avec d'autres géologues, pas géologues, généalogistes, qui m'ont expliqué cette histoire-là, cette pratique. Donc, si vous voulez, les paroisses, puisqu'il n'y a pas encore, c'est la Révolution française qui a mis en place ces communes. D'accord? En Martinique, il n'y avait que des paroisses. Et les paroisses, que c'est une chapelle et une croix, d'accord? Et un petit presbytère, c'est tout. Il est prévu dans le Code noir que les congrégations religieuses qui sont martiniques, une fois par mois, vont porter l'instruction religieuse sur les habitations et apprendre des rudiments de la lecture d'écriture, entre guillemets. Donc, c'est pas une fois par mois, une fois que les 2 mois, qu'on a pu évangéliser, christianiser, évidemment, cette masse d'esclaves qui n'existe pas humainement, c'est un bien mobilier. Et on voit dans les choses des rapports, on voit bien que les maîtres se plaignent du fait que pendant quelques heures, on dérange le travail de l'atelier. Et il y a, qu'est-ce qui répond ça? Je crois que c'est Bicette ou Chelcher qui répond, mais vous les dérangez tous les jours, puisque tous les jours ils en meurent, tous les jours ils sont piqués par les serpents et vous ne dites rien.
Vous avez vu, c'est le rapport du maître esclave sur l'habitation. Abordage, la Martinique a une histoire et à l'abordage vous la raconte avec nous Dominique Lebars qui va, avant la fin, j'espère, de cette émission, nous révéler quelques résultats des études scientifiques sur les prélèvements. Bon. Alors, donc, les prélèvements, justement, Oui. donc, des analyses ont été paléogénomiques, c'est-à-dire sur l'ADN, ont été engagées. Elles ont été engagées dans un laboratoire en France, à Bordeaux, non pas aux États-Unis. Ah, à Bordeaux. Voilà, à Bordeaux. Et donc là, en fait, une première série d'échantillons a été envoyée pour tester, tout simplement pour tester la conservation de l'ADN. Donc, ces échantillons ont été pris sur 10 individus, et pour chaque individu, donc ce sont des petites portions, 2 échantillons ont été pris. L'un, c'est la région pétreuse, c'est-à-dire de l'os temporal, près de l'oreille, et le second, c'est une dent. Voilà. Et donc, ces échantillons sont en cours d'analyse. Donc, une bonne nouvelle, c'est que la conservation de l'ADN est plutôt relativement bonne pour des ossements anciens, et que pour 8 des 10 individus qui ont été analysés, on va pouvoir continuer. On va pouvoir continuer l'étude et obtenir sans doute des résultats. Ces résultats, on les a pas encore, malheureusement. Mais ils permettent de poursuivre, et donc une deuxième série va être initiée et encore une autre série après. Donc ça va être réparti jusqu'en 2025, et on devra aboutir à, on ne sait pas combien vont marcher, mais au moins donc ça fait 40 échantillons qui vont être testés, et on espère peut-être 80%. Voilà. Donc ça va nous apporter des données aussi bien individuelles que sur le groupe, la population inhumée à Lens-Bélé. Donc, le type d'analyse, là, on étudie à la fois l'ADN de la personne, endogène, donc, et un ADN de pathogène, c'est-à-dire on essaye de retrouver, ça va être au niveau de la dent, voilà, des maladies qui pouvaient être dans l'organisme au moment du décès. Bon, c'est pas systématique, on essaye, et on peut essayer de trouver, il y avait beaucoup d'épidémies, de problèmes de santé, et donc on peut espérer que certaines analyses donneront des résultats. Pour l'ADN humain, qui va être analysé, on va avoir un type de données qui permettra de compléter tout ce qu'on a, parce que pour l'instant l'analyse donc est sur les ossements. Les ossements ne sont pas toujours très bien conservés. On peut avoir donc quelques informations, mais pas systématiques, et tout ne se voit pas sur les ossements. Donc là, sur ce qu'on attend comme type de données, ça va être en premier lieu le sexe génétique des individus. Donc là, on devrait savoir, y compris pour les enfants, ce qui n'est pas possible sur les ossements. Ensuite, connaître la lignée maternelle et paternelle de chaque individu. Voilà, leur relation de parenté entre eux. Donc ça peut nous permettre aussi d'aborder le cimetière dans son organisation, voir si on a des regroupements familiaux, même des cousins, des enfants avec leurs parents. Ensuite, leur affinité génétique avec les groupes contemporains. Donc ça, il faut pour prélever chez les adultes des os d'Arlé. Alors, on parle de groupe parce que c'est plus des tendances. C'est difficile de retrouver vraiment des liens, des lignées, mais on peut essayer. Et sinon, ça va être aussi par rapport à des groupes en Afrique, en Europe, différents. On peut comparer des tendances, voilà, des tendances génétiques, et donc faire des rapprochements. Et puis finalement, le dernier aspect est l'aspect du phénotype. Donc tout ce qui est l'expression apparente des gènes sur l'expression physique. Donc que ça soit la couleur des yeux, des cheveux, de la peau, et les gènes aussi impliqués dans la digestion, dans l'immunité. Un certain nombre de gènes qui vont apporter beaucoup d'informations. C'est pas systématique. Certaines informations vont être apportées par ces analyses. Donc on espère que ça va fonctionner pour
cours de nombreux échantillons. Et à partir de là, on aura une image de la population, de ce groupe inhumé, tout en sachant qu'une grosse partie du cimetière a dû disparaître déjà. Donc on est sur un échantillon, on ne connaîtra pas toute la population. Voilà. L'ADN des pathogènes est en cours aussi, donc on attendra. Et on a aussi des analyses isotopiques. Que c'est isotopique? Alors c'est sur les isotopes, et donc ce sont des analyses un peu comme pour le carbone 14. En fait, c'est des rapports isotopiques, et donc qui vont nous indiquer, donc aussi sur les dents. Isotopique, pas utopique. Hein. Non, pas utopique, ouais. non, mais qui vont nous donner des informations, par exemple sur le régime alimentaire des personnes. Donc ça peut être assez intéressant parce qu'on a peu d'autres moyens d'avoir des informations de ce type. Et aussi, un autre aspect qui peut être abordé, c'est de savoir, en fait, les ossements se reconstruisent jusqu'à la fin constamment. Donc, tout ce qui est enregistré sur les os, par exemple, au niveau des isotopes, va être sur les dernières années de vie de la personne. Et par contre, les dents qui se forment quand les gens sont petits, enfants, va garder une information du contexte de vie, de l'alimentation, quand il était petit. Et donc, on peut, en comparant les deux, savoir si la personne est née ou a passé ses premières années d'enfance en Martinique ou vient d'ailleurs. Voilà. Ça fait partie des analyses qu'on attend, en fait. On n'a pas encore beaucoup de résultats. Pour les résultats, on en est plus à toutes les données de terrain, tout ce qu'on a pu étudier sur les ossements qui sont en train d'être synthétisés. Et donc, avec tout ça, en 2025, on devrait avoir des résultats voilà, finaux. Une question. Dans 2 ans. On a retrouvé. Je serai là dans 2 ans pour voir. On a des rythmes très lents, nous. Oui. On a retrouvé quand même deux sépultures d'Amérindiennes. 3, oui. 3 Amérindiennes. Au même endroit. Au même endroit. Oui, un petit peu derrière. Un peu derrière. La question que je vous pose, est-ce que les contacts amérindiens africains n'ont pas déterminé ce site? Alors là, par la stratigraphie, en fait, on voit, c'est notre boulot d'archéologue, on voit l'évolution du site, ça fait partie de l'analyse qui a été faite. Et donc, on a vu des installations d'un premier niveau saladoïde, des datations sur la saladoïde, expliquez aux gens, parce que c'est que ça. Alors, c'est une culture, en fait. La culture de la construction de la céramique. Voilà, en fonction de la céramique, et qu'on appelle saladoïde, voilà. Et donc, on a retrouvé quelques éléments, et notamment des herminettes plano-convexes, que certains ont pu voir, qui sont alors, ce sont des petits, des petites hachettes, des petites haches qui sont en roche, en pierre polie. Polie, oui. Voilà. Des cupules? Il n'y a pas de cupules dans les environs? Si, il y a dû y avoir quelques cupules. Non, mais pas le. Polissoir. Il y a un polissoir. Parce qu'il n'y a pas de roche. Il n'y a pas de roche. Il y avait des cupules. C'est pas des cupules. Il y avait des petites trucs sur de la céramique. Mais là, ce qu'on a eu, donc 6 herminettes, donc c'est un dépôt qui était dans le niveau saladoïde. Ce sont des outils qui sont caractéristiques de cette période, qu'on ne retrouve pas après, et qui ont été faites dans une roche, l'amphibolite, qui provient de Tobago, donc quand même qui vient de loin, et qui a dû être sélectionnée, ramenée, sans doute déjà pré-taillée. Et donc, ce dépôt associé à un polissoir oriente vers un petit atelier de fabrication d'outils, de finition. Voilà, parce que toutes les herminettes étaient entières, n'étaient pas des objets utilisés, pas des outils utilisés, soit non achevés, soit entières. Voilà. Donc ça, c'est un premier niveau qui a été trouvé, qui est donc saladoïde, daté de vers 800, et un second niveau au-dessus, tout est un petit peu décalé, c'est au-dessus, mais lui est daté de la culture troumassoïde. Qu'est-ce que c'est aussi ? Une autre culture sur la céramique. Kalina. Et qui ensuite a été... alors nous, on est obligé nous, on se fie à la culture matérielle, puisqu'on retrouve principalement des déchets, des vestiges, des restes de poubelles, ou des coquillages, ce qui a été mangé, ce qui a été la vaisselle cassée. Voilà, c'est ça qu'on retrouve principalement. Et donc là, on a pu avoir des datations au carbone 14 sur des fonds de poterie de Canaries où il y avait un petit peu de résidus de charbon.
et donc qui ont été datés là à 1200. Donc déjà on a 400 ans entre les deux. Bon, les dates ce sont des dates, voilà, on peut approximatives. Ça peut, l'occupation peut être assez longue mais bon. Et ensuite, à Lens-Bélé, là, donc sur le niveau Troumassoïde, donc qui est le dernier niveau, le plus récent niveau précolombien, on est autour de 1200. Bon, le cimetière s'installe 500 ans après ou 600 ans après, ou voilà, on est dans les fourchettes. Bon, à chaque fois, il faut prendre, même s'il faut prendre une bonne fourchette, on en est loin quand même. Et donc, l'occupation précolombienne était certainement plus visible. Et les fosses viennent entamer ce niveau, les fosses du cimetière colonial viennent entamer le niveau troumassoïde qui est dessous. Voilà. Bon. Mais a priori, c'est simplement que ce sont des lieux assez propices pour l'occupation à la période précolombienne ou pour installer un cimetière dans une zone qui était un peu à l'écart et libre, surtout de l'occupation. Voilà. Merci en pile, messieurs Priva et messieurs Montluc. L'autre partie dans Périptala, comment y est les moun en Daléa ou les autres? Est-ce qu'ils ont adhéré la même ou bien est-ce que ça t'est réticent de regarder les autres et puis en visier? Qu'est-ce que cette musique a fait là? Embêter moun. Pas répondre en même temps. Non, de toute façon, vous savez, et ça c'est un problème qui a concerné l'amour. Et Martinique, bon, et bien ailleurs aussi peut-être, mais en tous les cas, pour société nous avons un rapport à la mort qui est assez particulier. Alors, nous avons trouvé autant ça qui peut venir voler les eaux, ni ça, dans la société nous avons trouvé aussi des gens qui viennent là, au cimetière, ils ont couru, ils n'ont pas arrêté là, ils ont paix, et puis, ni ça qui les connaît plus. Alors, évidemment, nous trapper toutes gens, mais c'est pas ça pas gêner nous parce que en fait nous dans le pays nous savons que manière mounier et chaque fois nous t'épée nous t'ai qu'à expliquer ces monde là et nous t'ai qu'à écouter ça nous t'ai qu'à dire ça qui t'épée ben yo fuit quoi. Mais quand il des visites ou bien moun peut venir à n'importe poste c'est moun ka écouter nous quand venir à n'importe qui moun il a ni un moun là qui expliquer ou bien il n'y a pas nous il n'y des machins qui expliquer. Il n'y a pas nous d'explication les nous sanctuariser l'UA l'Américain dans les participer derrière à ça, nous mettons des panneaux d'explication, tant sur la question du cimetière esclavisé et colonial là, et puis ces vestiges amérindiens. Il y a deux panneaux. Donc ça n'a pas des explications, il y a un panneau d'entrée qui a expliqué que nous avons un site mémoriel, qui a demandé silence, recueillement et respect. Donc voilà. C'est mon là à qui ça y en a fait mais moun peut venir sans lieu public moun ka aller surtout que nous notamment pour ça qui concerne Tomboa que des conditions de sécurité et de conservation réunies, c'est-à-dire que voilà, on peut dire que la mairie réalisait un tombeau qui ne peut pas détruire comme ça. On peut pas détruire et qui permet si on joue la science qui a évolué encore, qui permet que nous peut vivre à récupérer ces ossements pour continuer des études. C'est-à-dire que nous sommes très ouverts à la question de la programmation scientifique de demain. Nous ne savons pas qui manière la peut faite, nous ne savons pas qui va venir demain. En tous les cas, nous mettons un bagage là qui peut être exploitable demain. Voilà, mais avec des conditions de sécurité et de conservation, dans des boîtes, en fait, fait de telle façon que des choses conservées. Jean-Albert, la semaine passée, c'était là, puis nous perdons mon compte, et après, nous sommes capables de non, c'est pas la semaine passée, c'est semaine dernière, lundi. Oui, lundi. Oui. Et puis, nous sommes capables de après, il a dit, mais, il exorcise, il a dit, mais, Jean-Louis sans bagaille. Martinique, mon acheté un os humain, 10 000 €. C'est pas étonnant. Et enfin, moi, dit, mais il a fini de découvrir, moi, expliqué les affaires, là, il a dit, mais, la moitié, Zoter Saint-Ville, si là, il doit sortir. C'est ça qu'a raconté moi. Alors, c'est un prêtre, qui était venu avec ton émission lundi sur le 22 mai. Il me dit qu'en Martinique, dans les cérémonies, je dirais, post-syncrétiques en Martinique,
les gens achètent un instrument 10 000 euros. Et il me dit qu'au Théâtre Saint-Ville, un quartier de Fort-de-France, c'est un quartier, je dirais, où, si vous voulez, l'organisation religieuse est très développée, endogène, que les gens achetaient des œufs humains, un os humain, à 10 000 euros. À 10 000 euros pour une cérémonie religieuse. Ça peut être étonnant. Nous fait un. Excusez-moi. Oui. Attends, moi, quand même, j'ai dit un mot concernant le CAB. Il faut savoir qu'au niveau du CAB, nous pas ni historiens, nous pas ni Tibouin Soulé, tout genre de monde. On dit dans un groupe camarade là. Et nous pas non plus association. Hein, parce que moi, je préciser ça. C'est pas l'occasion qui manquait pour nous TP être devenir association déclarée en 1900. Et le problème, c'est que nous mettons une stratégie en place en disant que si nous venions association, nous ne pas penser que nous réunissons, nous, ça fait un lot débat entre nous. Alors, c'est ça, moi, je l'ai précisé, nous pas ni historiens, nous pas ni professeurs d'histoire, nous pas ni chercheurs, ni archéologues, nous pas. Mais ils ont tout ça à la fois aussi. Chaque monde a connotation mais nous pas rien dans tout ça. Simplement, nous avons dit que nous vivons une aventure humaine qui était extraordinaire. Et que nous, un bagage qui interpelle nous. Et qui interpelle nous, qui fait que nous réagissons. Voilà, c'est ça. Non, mais autres responsabilité de citoyens martiniquais quand même. On dit Jean Martinique, citoyen Martinique. Oui, mais d'accord, c'est une moitié citoyen, Jean Martinique. Oui. Jean Martinique conscient de l'importance de l'histoire et de ça qui était risqué de l'histoire nous. Parce qu'en fait. Surtout pas en Léa, là. Voilà. C'est ça. Alors, à nouveau, pour ces mamans-là, parce qu'il y a le monde qui assume nous, en France et d'autres côtés, comment on a fait pour arriver là, pour venir, comment ça a passé, si ni parking, comment obligé de poser toutes ces questions. Après l'émission, t'as là, monde qui est monté garder, moi le premier, côté ça y est, peut-être pour, en recueillement. Pour aller Lens-Belay, il y a plusieurs manières pour aller. Le plus simple, d'après nous, c'est passer par la Salon. C'est-à-dire, on est territoire Trois-Îlets. Au cas prend la rue du Dauphin, au cas arriver bon l'hôtel qui est en l'air, par nous maintenant, et puis, à partir de là, il y a un sentier de randonnée qui a parti, d'abord Lens-Mathurin, et puis ensuite Lens-Belay. Ça prend pour un monde qui peut marcher vite 20 minutes. C'est pas en marche qui est difficile. Et voilà, donc ça semble assez facile. Il y a une solution aussi. Il y a des gens qui peuvent arriver par bateau Lens-Mathurin, parce qu'il y a des gens peut-être qui ont envie d'aller là et puis qui peut-être des handicaps. Ou peut arriver Lens-Mathurin par bateau et puis faire maintenant. À Bocandon, tu n'as pas de bateau touriste qui dépose des gens par milliers, non? Malheureusement, à présent, on ne peut pas même les prononcer nos canaux et puis canot. À présent, c'est bateau, il y a dit. Mon cher, il semble moins dit. Non, tout ça pour dire que Lens-Belay, on peut pas entrer là facilement en Kandou. Faudra déjà un mon aguerri pour entrer là parce que là pas ni fond. Et pour dire précision, ça voudrait dire que toute partie nord cimetière dans la mer, c'est l'érosion qui fait que la mer est entré, il prend les cimetières. Donc là pas ni fond, donc on peut pas entrer dans le bateau et ça tant mieux bah nous. Heureusement. Pour la population heureusement. Tant mieux, parce que nous ne pouvons pas en y venir là, faire n'importe qui ça, et bon, nous avons été briquement de ça qui a passé. Alors donc, mais ça n'a pas compliqué pièce pour arriver là. Mais par contre, on ne peut pas rentrer là et puis quand nous. Je vais poser une question. Vous prévoyez plus tard un lieu de recueillement, c'est-à-dire un espace aménagé, indépendant, et mon tour recueillir, de venir à s'assiser et puis parler, c'est moi. Manquer peut-être répondre, mais sauf que, faudra savoir que nous, à le territoire du conservatoire, on ne peut pas faire n'importe qui ça. On ne peut pas faire n'importe qui ça. Maintenant, ça commande des discussions, ça commande dans le bagaille. Et malheureusement, c'est vrai que quoi, pour faire un côté, pour mon recueillir, ou bien un côté, un lieu de discussion, par exemple, un lieu de. Est-ce que qui manière qui peut venir demain matin, nous pas ça. Mais n'empêche, c'est l'idéal nous a parlé de ça. Ouais, l'espace sud. Ouais, nous a parlé de ça et. Un projet. Je vais poser expérience de psychologue, c'est une responsabilité exceptionnelle en Martinique.
Et ça qui a interrogé, évidemment, l'élite intellectuelle, l'élite culturelle, l'élite universitaire et l'élite politique de la Martinique. C'est ça qui est intéressant. C'est-à-dire, nous avons un service du patrimoine qui est très important, qui mettra en place et qui, pour assumer et partager et piloter d'État, évidemment, tout ça qui est patrimoine, nous avons découvert au fur et à mesure. Donc, ça m'a pensé, je vais faire appel aux politiques, puisqu'il y a un espace sud-uni, Cap Nord, etc. Parce que quand on veut un grand bagage vivé, quand il veut un grand bagage vivé, qui a coûté bon l'argent, et il a fait sur 10 ans. Or, Vivé découvert par le père de la Wade avant les années 30. Vivé découvert le père de la Wade, le père de l'archéologie en Martinique, avant 1930, ils ont découvert Vivé. Donc, tout le monde sait ça, les différentes éruptions volcaniques et les sites, etc. Et toute la côte atlantique, nous savions que toute la côte atlantique, dans la guerre franco-taïno, toute partie là, le comte de Tracy, tu réservé ça aux Taïnos, à Ouak Taïno, qu'on l'a dicté. Et tout Pac-Mort, tous vos clans, jusqu'à présent, les gens qui ont marché, ils ont ramassé reste vestiges, bagailles, Taïno qui ont le site là. Donc tout le monde savent ça Martinique. Tout le monde savent ça Martinique. D'accord? Et les municipalités, les comités de communes, l'ancien conseil général, la 7e jour des jours, tout le monde savent ça. Et donc, si nous les reconstruisons ou construisons identité culturelle, non, identité responsabilité, non, mais qu'à penser partie du patrimoine là qui est très important, nous prenons un regard, nous prenons un investissement sur les matériels intellectuels dans les pour, faire les recherches, et puis avec, Madame Lebar et son organisme qui participent évidemment à ces travaux. Et nous, les Martiniquais, lorsqu'on découvre des éléments comme ça, savoir où s'adresser, et dans la commune d'abord, pour la protection, comme vous avez fait, ensuite des différents organismes de la Martinique, c'est-à-dire le conseil, la CTM, évidemment, et le bureau, effectivement, où se trouve travailler Madame Lebar, les archéologues, et pour que tout de suite, on puisse sécuriser le site et mettre alors. Comment un exemple, hein? Il a du mal à dire votre nom. Oui, mais ça, c'est pas du mal. C'est pas qu'on mémoriser. Je vois le site de Rivière-Pilote. Vous connaissez le site de Lansiguière, Rivière-Pilote. C'est comme Colobars, mais le bar. Vous connaissez le site de Lansiguière, Rivière-Pilote. Ou le musée, il y a l'écomusée. Oui. On a découvert là, évidemment, un site amérindien très important. Et on a ramassé les coquillages, etc. On a même, sur les rochers, on a retrouvé toutes les cupules qui sont là. Ça, c'est depuis des années. Aujourd'hui, sur ce site, on ne trouve plus rien. C'était bien délimité, on ne trouve plus rien. Et les gens ont occupé le site, etc. Or, depuis 20 ans, 25 ans, ce site est connu. On a ramassé ce qu'il fallait, mais on n'a pas développé l'archéologie nécessaire pour que la protection de ce site et le mettre en valeur. Et ceci est vrai pour Rivière-Pilote, ceci est vrai aussi pour la côte atlantique de Vauclin, etc., Pac-Mart, Sainte-Anne, etc., un peu partout. Donc, il y a une espèce de pas de négligence, mais une espèce d'insouciance, je dirais, intellectuelle et culturelle sur notre patrimoine culturel et historique. C'est un peu de notre faute aussi, hein? Oui. C'est un peu notre faute. C'est ça. Et donc, l'appel que je lancerai à travers l'expérience des collègues du CAB et de votre aide et de l'aide de votre organisme, c'est que en Martinique, on prenne conscience que nous avons un patrimoine invisible qu'il faut rendre visible. Il faut se donner les moyens de le rendre visible. C'est-à-dire tout ce qu'on trouve, etc., être capable de savoir où s'adresser, à qui s'adresser pour le rendre visible. Et c'est cet appel que je lance aujourd'hui à travers cette émission et à travers vous, messieurs, comme exemple, pour qu'en Martinique, un peu partout, tout ce qui est invisible devienne visible. Merci. Le mot de la fin maintenant pour le CAB. Enfin, oui, c'est le bagaille, moi, dit à niveau nous. Comité Ansbélé. Comité Ansbélé. Nous démarrer, nous pas jamais pensé que nous étions là aujourd'hui. Ça pas jamais été venu dans l'esprit nous que nous étions arrivés ici à aujourd'hui. Et arriver à atteindre tel niveau sur les combats nous menons pour nous être là ici à l'épisode aujourd'hui pour parler puis pour faire mon ouais qui ça qui fait dans ce bel. En fait, c'est pas nous qui est important, ça qui est important, c'est le travail là qui fait là. Le reste, c'est pour ça tout à l'heure, Monteca dit comme ça que nous pas ni scientifiques, nous pas ni chercheurs, nous pas rien, nous c'est simplement moun. Et des moun qui prennent conscience d'un bagage. Alors si demain matin, ni moun qui
ouais que peut-être action nous mener un travail là nous fait important et que si demain matin faut des faits d'autres, moi je pense que ni monde pour ça. Le cas c'est d'exemple. Ni monde qui fait travail avant nous. Oui. Ni monde qui fait travail avant nous, qui peut-être pas même travail là mais qui fait travail avant nous. Monsieur Privat, le mot de la fin, Baron. Oui. Bon, le mot de la fin, bon, tout le mot de commencement, nous faisons pas à nous. En tout cas, merci pour ça. Nous faisons pas à nous et nous pas qu'à revendiquer rien. Je dis, ça nous te les fait à là, monument là, tombeau là, ini mounadan, respect, l'honneur, dignité pour eux. Merci en pile, Madame Dominique Lebars, comme il a du mal à le dire. Merci beaucoup. Merci. Et je voulais juste faire une petite précision, c'est que je suis ici pour remplacer Thomas Romont, qui était le responsable des fouilles, et que c'était un gros travail d'équipe. Voilà, simplement. Merci beaucoup et à bientôt. C'est le titre d'un livre et de roman, Les nègres servent d'exemple.